Paris, 17h. Une alerte vient de tomber au 3e district de la police judiciaire. Un homme armé a fait irruption dans une banque. C'est le commissaire divisionnaire Patrick Ivars qui doit gérer cette situation de crise. On prend toutes les précautions, on prend une arme, gilet pare-balles. On va voir ce qu'il vient nous dire, les gars. Allez, hop. Ces hommes, officiers de la police judiciaire, se préparent aussi à intervenir. Dans ces situations-là, c'est jamais simple. Ce qu'il faut, c'est très vite estimer la dangerosité du type d'en face. Parce que là, le temps est très important. Là. Faut pas perdre de temps. La banque est située en plein centre de Paris. La police du quartier a bouclé la zone. Les caméras de surveillance de l'agence bancaire ont tout filmé. On voit l'homme entrer et sortir un revolver devant le guichet. Puis il prend en otage les 4 employés de la banque. Le commissaire divisionnaire Patrick Ivars supervise les opérations. Bonjour, Patrick Ivars, chef du 3e district PJ. Il avait 4 otages. Il a 2 armes de poing. Il a eu la volonté d'aller dans l'agence et puis de prendre des otages pour faire parler de lui, pour se faire entendre. Plusieurs dizaines de policiers et de pompiers sont mobilisés. Les chaînes d'information continuent, suivent la prise d'otages, minute par minute. Les policiers ne connaissent toujours pas les motivations du preneur d'otages. Sur les images de vidéosurveillance, l'homme ordonne aux employés de descendre le rideau de fer pour condamner l'entrée de la banque. Puis il menace avec son arme les policiers présents devant la porte. Il décide de se retrancher avec ses otages. Nécessairement, il y a un risque, quoi. Il y a un risque, on a un type qui est à l'intérieur, on ne sait pas qui c'est. Il est armé, il y a forcément un risque, hein. Ce n'est pas des choses qui se font de façon simple. Quelques instants plus tard, la prise d'otage connaît un premier rebondissement. Ça bouge. Il a lâché 2 employés, il en aurait 4, il en a lâché 2. Il reste encore 2 otages dans la banque. Mais pour ces 2 femmes, c'est la fin du calvaire. Leur témoignage est très précieux pour le commissaire Ivars et ses hommes. Ils veulent obtenir le maximum d'informations sur l'individu armé. Il est nerveux, le gars, ou pas? En fait, à chaque fois qu'on bouge, il commence à s'énerver. Il disait « je tire si vous bougez ». Aucun mouvement. Il a quoi? Il a une arme Il a une arme, il a une bombe lacrymogène. L'arme, c'est quoi? C'est un pistolet? C'est un revolver? C'est un truc qui tourne comme dans le western? Non. C'est le chargeur, il se met par-dessous? Il a un moment, il a rechargé. D'accord, c'est un pistolet. Il en a un autre? D'accord. Les 2 femmes vont aussi permettre aux enquêteurs de la police judiciaire de comprendre ce qu'il se passe dans la banque. Il nous a expliqué qu'il voulait un appartement pour son fils qui était hospitalisé, qui avait un cancer. Il voulait pas d'argent, il voulait juste un logement pour son enfant. Il s'agit d'un acte désespéré. Un homme déterminé et donc dangereux. Le commissaire Ivars vient de recueillir une autre information importante, l'identité de l'homme. La tranche d'âge, c'est une 30aine d'années. La prise d'otage dure depuis 45 minutes et la situation semble bloquée. Le commissaire décide d'appeler du renfort, l'unité d'élite de la police judiciaire parisienne. La BRI est sur place, hein. La BRI est sur place et c'est eux qui prennent en compte la négociation. Hein. La BRI, brigade de recherche et d'intervention. Équipés de boucliers et casques blindés, ces hommes sont spécialisés dans les interventions difficiles. La police scientifique est aussi sur place pour recueillir des indices, quelle que soit l'issue de la situation. Dans quelques minutes, les hommes de la BRI vont essayer de convaincre l'homme armé de se rendre avant qu'il ne s'en prenne à ses otages. À Paris, la police judiciaire, la PJ, est au cœur des affaires les plus délicates. Comme le braquage d'une bijouterie au cœur de la capitale, en plein jour, un gang de cambrioleurs spécialistes des beaux quartiers. Ouais, il traverse, je vais voir s'il revient sur ses pas ou pas. Un grave incendie qui a fait plusieurs victimes. Ou un homme retrouvé chez lui mort, une balle dans la tête.
Des enquêtes où le moindre indice peut tout faire basculer. Donc on a un profil ADN. Très bien. Les officiers de la PJ travaillent en permanence avec une autre unité, les experts de la police scientifique. Des techniciens qui recueillent toutes les traces qui pourraient identifier les coupables. Pendant plusieurs mois, nous avons filmé au cœur des enquêtes de la police judiciaire parisienne. Au sud de Paris, la prise d'otages est toujours en cours. 2 otages sont encore retenus dans la banque. La situation est bloquée. Le commissaire Ivars fait appel à la BRI. Les hommes surarmés de la brigade de recherche et d'intervention encerclent la banque. C'est maintenant le chef de la BRI qui dirige les opérations, en liaison permanente avec le préfet de police. Au même moment, le fichier de la police livre les premières informations sur le preneur d'otages. Ostik, il est connu en 2006-2007, il a du port d'armes, il a de la violence. Et envoi IPPP en 2007 et surtout envoi IPPP en juin 2013. Récemment là. Bon, ils n'ont pas gardé. Pour le commissaire Ivars, le profil du forcené est inquiétant. L'information qu'on a reçue, c'est qu'il a été envoyé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Ça veut dire qu'il avait des problèmes psychiques et qu'il était envoyé en examen de comportement à l'hôpital Sainte-Anne il y a quelques mois, là, au mois de juin 2013. Donc ça veut dire qu'il est psychiquement, il peut être fragile. Voilà, c'est ce que ça veut dire. La BRI doit avant tout sauver les otages. Les vitres de la banque sont blindées, le ravisseur est barricadé. Pour le moment, pas question de lancer l'assaut. Il faut négocier avec le braqueur. Quand soudain, un homme est relâché. Il est conduit dans un restaurant transformé en poste de commandement pour être pris en charge par un psychologue. Ça fait 2 petites heures quand même que le bonhomme est à l'intérieur de l'agence. Il est en contact avec la BRI par téléphone. Je pense que plus le temps passe, plus il se calme. Enfin, c'est ce que j'ai envie de penser en tout cas. Cela fait plus de 2 heures que la prise d'otage a débuté. Il reste encore une femme retenue dans la banque, la directrice d'agence. Après plus de 40 minutes, la négociation semble porter ses fruits. Le preneur d'otage s'est calmé. Quelques instants plus tard, l'individu abandonne ses armes. Avant de se livrer aux hommes de la BRI, aux côtés de son dernier otage. Il vient de sortir. Ça y est, il est affalé. L'individu est menotté et évacué discrètement. Pour les enquêteurs de la police judiciaire, le travail est loin d'être fini. Ils doivent commencer les investigations à l'intérieur de la banque. La première chose à laquelle on fait attention, c'est pas bouger les objets, pas toucher le moindre objet avant que l'identité judiciaire ne puisse venir faire ses propres constatations. L'identité judiciaire, c'est le vrai nom de la police scientifique. Les experts entrent en scène. Ils ont un rôle déterminant pour la suite de la procédure. Quand on est sur une scène d'une agence comme ça, d'une agence bancaire avec une prise d'otage, il faut qu'on fige la situation. Il faut qu'on récupère les images, il faut qu'on récupère le plan des lieux et il faut que des constatations soient faites sur les armes, éventuellement qu'on trouve des traces ou autres sur les armes qui ont été utilisées par le mis en cause. Et ça, c'est les boulot de l'IJ, quoi. C'est les spécialistes. Quand le procès aura lieu dans quelques mois, dans quelques années peut-être, on aura une vision très précise des événements qui se sont déroulés aujourd'hui, au moment de cette prise d'otage. C'est ensuite dans l'appartement du preneur d'otage que les prélèvements et les recherches se poursuivent. La police scientifique passe au crible chaque recoin du studio pour collecter un maximum d'indices qui permettront à la PJ de mieux comprendre l'auteur des faits. Lors de la perquisition,
les enquêteurs de la police judiciaire mettent la main sur un fusil à pompe. Au QG du 3e district de la police judiciaire, le preneur d'otage est placé en garde à vue. Les policiers commencent par prélever son ADN. La trace génétique de l'homme sera archivée pendant 40 ans. Ôter de chaque côté de la bouche, d'accord? Cet ADN permettra aussi à la PJ de savoir si l'homme n'est pas impliqué dans d'autres délits. Ce prélèvement d'ADN va partir dans une base de données. Il est certain que, par exemple, si on prend l'ADN d'une personne qui est arrêtée pour une infraction comme celle-là, on envoie cette trace tourner dans l'ordinateur dès qu'il y a un rapprochement qui se fait sur un autre fait sur lequel on a une trace qui n'est pas identifiée. Ça nous permet de sortir cette affaire. Donc c'est très intéressant, l'ADN. Le preneur d'otage a accepté de répondre à l'une de nos questions. Jusqu'où étiez-vous prêt à aller pour faire entendre? Moi, j'étais prêt au sacrifice ultime, même s'il faut aller. Voilà, donnez-moi vie pour mon fils, pour qu'il ait son logement. C'est pour mon fils, c'est parce que je suis un père de famille que j'ai réagi comme ça. Il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Une prise d'otage en plein Paris reste exceptionnelle, mais chaque jour, la PJ parisienne est au cœur de toutes les affaires criminelles, comme les braquages de bijouterie. Au nord de Paris, une attaque à main armée vient d'avoir lieu, dans cette rue très commerçante. En pleine matinée, à la vue de tous, des malfaiteurs ont attaqué cette bijouterie. Le braquage a été très violent. Des passants ainsi que des caméras de vidéosurveillance ont filmé toute la scène. On voit une vendeuse qui nettoie tranquillement la vitrine lorsque les 3 braqueurs font irruption. Le gang semble très expérimenté. À l'aide d'une disqueuse, 2 hommes découpent la vitrine de la bijouterie pendant que le dernier fait le guet, arme à la main. Une fois les vitres blindées, ventrées, les braqueurs n'ont plus qu'à se servir. Mais à l'intérieur, le bijoutier ne se laisse pas faire. Il appelle la police et tente de sauver une partie de la marchandise. Finalement, 3 policiers de la BAC, en patrouille dans le quartier, vont surprendre les malfaiteurs. Un policier tire à plusieurs reprises en direction du scooter des braqueurs, sans le toucher. L'un des 3 casseurs est déséquilibré et tombe sur le trottoir. Il est aussitôt interpellé et menotté. 2 heures plus tard, sur les lieux du braquage, Olivier et Willy de la police scientifique entrent en jeu. Il y a du monde quand même, donc ça va pas être évident. Les enquêteurs de la PJ ont fait appel à eux pour exploiter toutes les traces que les braqueurs ont laissées sur leur passage. L'enquête démarre. Les experts relèvent chaque indice qui pourrait permettre de remonter jusqu'au casseur. Douilles de revolver, bijoux perdus par les malfaiteurs, débris. Chaque élément est signalé par un cavalier jaune, numéroté, mesuré, puis photographié. Après le 9, on a dit c'est... 9, c'est un bijou. Un bijou. Olivier et Willy passent le trottoir au peigne fin. Aucun détail n'est laissé de côté, pas même ce crachat. Olivier espère qu'il appartient à l'un des braqueurs. J'ai fait un prélèvement de salive sur le trottoir, sur la chaussée. Ça peut être important, effectivement. C'est-à-dire dans son scooter, je sais pas, il a craché au moment de partir. On ne peut pas écarter cette hypothèse-là. C'est-à-dire qu'on pourrait le retrouver par son ADN? Exactement, tout à fait. Le bijoutier, lui, ne peut que constater l'ampleur des dégâts. C'est un habitué des braquages, déjà 3 en moins d'1 an. Mais ça n'a pas l'air d'affecter son sens de l'humour. Non, je vais acheter des Kalachnikov. Oui, bah après, il faut tirer. Après, je vais C'est bien de les acheter. Le commerçant n'a pas encore évalué le préjudice, mais il a été choqué par le mode opératoire des braqueurs, d'une redoutable efficacité. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils vont très très vite. Vous voyez, c'est du verre anti-frac, c'est du verre anti-balle, c'est du SP15, c'est très épais comme verre. C'est des doubles verres et ils ont quand même réussi à l'entamer avec une disqueuse. Face à ces braquages à répétition, le bijoutier se sent impuissant.
L'an dernier, en février, on a eu. Cette année, en juillet, on a eu le même mode opératoire. Voilà. J'en ai marre. On en a marre. Vous trouvez que vous faites un métier risqué? Bien sûr, un métier dangereux. Oui, risqué, dangereux. Cette série de braquages de jour et en plein Paris a marqué l'opinion publique. À tel point que le ministre de l'Intérieur a décidé de se rendre sur place. Parmi la foule, des officiers de la police judiciaire parisienne, mais aussi les policiers de la BAC, ceux qui ont ouvert le feu et arrêté l'un des braqueurs en flagrant délit. Ouais, on était en patrouille pédestre. On était juste là, juste à l'angle là. Et quand on est arrivé, on a vu, ils étaient en train de découper la vitre là. On voyait plein de fumée. Donc, je suis à quoi, à quelques mètres de lui, je m'approche pour le saisir. Là, il sort son arme et il la pointe en direction de mon collègue. Donc là, je recule et puis je fais feu en sa direction. On ne connaissait pas la nature de son arme aussi, si elle était létale ou pas. Avec le stress, c'est difficile. Moi j'ai eu très peur pour le collègue qui était visé. Le ministre de l'Intérieur est venu saluer publiquement l'intervention des 3 policiers. Je voulais vous présenter, monsieur le ministre, donc, les effectifs de la BAC qui sont intervenus sur cette affaire de braquage. Bravo. C'était une opération difficile où il a fallu beaucoup de sang-froid. Merci d'être là. Le lendemain, dans les bureaux de la police judiciaire, le bijoutier est venu faire sa déposition. Après ses nombreux braquages, il commence à bien connaître les enquêteurs, notamment Fabrice, commandant et 7 ans de service au sein de la brigade de répression du banditisme. Cette fois-ci, le préjudice s'élève à plus de 40 000 €. Mais le commerçant va pouvoir récupérer quelques bijoux que les voleurs ont abandonnés dans leur fuite. Ce qu'on a récupéré, je pense, c'est tout ce qui était dans la vitrine intérieure. Il y en a qui est tombé par terre, mais bon, je pense que là... Oui. Ah, il y en a peut-être quelques-uns qui sont servis au passage. Voilà. Enfin bon, c'est déjà bien, vous n'êtes pas habitué à ce qu'on récupère des choses. Ah oui, mais je suis très content de vous dire. Il y a du mieux. Oui, c'est mieux. Si Fabrice garde espoir, c'est aussi parce que l'un des braqueurs a été arrêté en flagrant délit. C'est un récidiviste. Mais quel âge ils ont, ces gamins? Celui qui a été arrêté, il a 21 ans. Putain. Enfin, il y a 2 ans, il avait déjà fait la même chose. Et chez nous, non. Pas chez vous. Non, mais dans une autre. déjà fait attraper pour la même chose. Mais comment ça se fait qu'il était dehors? Non, mais sans déconner, c'est de la folie. Quand il avait été fait il y a 2 ans, il n'y avait pas d'armes. C'était juste avec des masses. D'accord, et alors? Ah pénalement, ça change déjà beaucoup de choses. Ils considèrent ça comme un vol effraction. Non, mais c'est écœurant, merde. Mais cette fois-ci, l'addition risque d'être plus lourde pour le jeune braqueur présumé. Les chefs d'inculpation sont graves. Vol à main armée en bande organisée. Il risque 20 ans de prison. Alors, donc, voici l'arme que tenait le gardé à vue quand il a été interpellé. Bon, celle-là, c'est un pistolet à air comprimé qui tire des plombs. Mais comme vous voyez, donc l'aspect extérieur, quand on n'est pas expert, quand on l'a pas sous les yeux, elle ressemble vraiment à une vraie arme de guerre. On peut pas voir la différence. Il s'agit d'un pistolet à air comprimé, une arme non mortelle. Un détail qui pourrait permettre au suspect d'être jugé non pas pour un crime, mais pour un simple délit. C'est le juge d'instruction qui tranchera. Les enquêteurs de la police judiciaire, eux, doivent trouver les 2 autres braqueurs en fuite. Pour cela, ils décident d'auditionner le prévenu aux côtés de son avocat et tenter de lui faire avouer l'identité de ses complices. C'est Raphaël Major qui va mener l'interrogatoire. Avant de le questionner sur l'identité des autres braqueurs, Raphaël veut en savoir plus sur l'arme que le jeune homme a utilisée lors du vol. Qu'est-ce qu'elle tire, cette arme-là, que vous aviez hier? L'arme factice. J'ai jamais tiré avec. Je sais qu'on ne peut tuer personne avec. Vous n'avez jamais tiré ni menacé les policiers avec votre arme? Non. Moi, j'ai pas tendu mon bras en leur direction. C'est vrai que je suis resté en face de lui un peu, l'air ahuri, mais si je reste comme ça, je fais semblant de tirer, il me fume. Le jeune braqueur présumé veut minimiser les faits, car pour lui, l'enjeu est de taille. En insistant sur la non-dangerosité de l'arme, il espère que le juge requalifiera le crime en simple délit. Il verra alors sa peine maximale passer de 20
à 10 ans de prison. Justement, on peut rectifier quelque chose. Ouais. Quand vous mettez, en ce qui concerne l'arme que vous aviez sur vous, que tire-t-elle? Je n'en sais rien, je n'ai jamais tiré avec. Je sais qu'on aurait tué personne avec. Ouais. Moi, j'ai pas dit ça, je voulais dire, c'est... On ne peut tuer personne avec, quoi. Au niveau d'un coup de feu. C'est pas, je sais qu'on aurait tué personne. On ne peut, voilà. Le policier se montre plutôt conciliant. Il espère ainsi que le jeune homme répondra aux questions qui intéressent vraiment l'enquêteur, à savoir l'identité de ses complices, mais il va s'avérer beaucoup moins bavard. Vous voulez toujours pas dire qui sont vos complices? Non. Le braqueur ne donnera aucun indice sur ses complices, très certainement à cause de la peur des représailles. De toute façon, il a reconnu les faits, donc fallait pas en attendre beaucoup plus. En gros, on savait très bien qu'il donnerait pas le nom des co-auteurs. Ce serait trop dangereux pour lui, puis ça se trouve c'est des gamins avec qui il a grandi, tout ça. Ça arrive, hein, mais bon... là, ça n'a pas été le cas en tout cas. Le jeune homme a déjà un casier judiciaire. Il appartient à une nouvelle génération de délinquants. Il habite encore chez ses parents, a obtenu son bac et même étudié 1 an à l'université. Pourquoi j'ai fait ça? Pour avoir de l'argent, une certaine somme. J'aurais pas roulé en Porsche Cayenne ou... Voilà quoi, j'aurais fait ma vie quoi. Ça fait un plus, je sais pas, chez moi ça aussi, voilà, j'aurais de l'argent, il y aurait une cuisine équipée, il y aurait une belle salle de bain, il y aurait des beaux écrans, voilà, j'aurais équipé, on va dire, chez moi, les gens qui m'entourent. Je serais acheté peut-être une petite voiture, histoire de, je sais pas, en fait, ça permet de... Comme des gens normaux. Comme des gens normaux, quoi. Ça permet de s'insérer à un certain seuil. Après, aussi, hein. C'est sûr qu'il faut travailler. Dans 20 ans, si on n'y a pas de travail, tu fais quoi? Il n'y a pas de travail, à Paris, il y a du travail. Non, j'ai dit si tu travailles. Moi j'étais jeune comme toi, j'ai fait n'importe quelle merde pour bosser. Voilà. Je les ai fait les merdes. J'ai travaillé au bâtiment, j'ai ramassé la merde dans les fosses septiques. J'ai tout fait. Je sais que t'as travaillé, mais bon, voilà. Après là, j'étais dans une période où, voilà, ma tête elle a tourné, je suis monté. Et vous imaginez ce qui vous attend maintenant ou pas? Ouais. C'est la prison. Ouais, je suis conscient. C'est la patte du gain qui fait ça. C'est bon, on y va? Ouais. Le jeune homme sera déféré devant le juge le soir même. Au cachot. Même si le prévenu n'a pas avoué l'identité de ses complices, les policiers n'ont pas perdu tout espoir. Les indices prélevés par la police scientifique peuvent encore faire basculer l'enquête. Il y a toujours le facteur chance qui joue. Bon, il peut y avoir des informations. La science peut parler. On peut espérer qu'il y ait des traces ADN sur la scie, sur le sac, qui nous permettent de mettre un nom sur des ADN. En tout, une quinzaine de scellés vont être envoyés au laboratoire. Ils contiennent entre autres les objets personnels du braqueur interpellé. Tout ce qui a pu être touché par ses complices va aussi faire l'objet de recherches approfondies. C'est à Écully, près de Lyon, que se déroule la suite de l'enquête. Dans ce laboratoire totalement stérile spécialisé dans la recherche d'ADN. Blouse, masque, gants, Charlotte, des précautions indispensables pour les techniciens. Ils ne doivent en aucun cas contaminer les objets avec leur propre ADN. Le but est de récupérer des cellules à partir de peau, de poils, de salive ou de sang. Les experts frottent les objets à l'aide d'un écouvillon, une sorte de coton-tige. Dans ce type d'affaires, tous les éléments recueillis sont analysés. Ensuite, les écouvillons sont découpés et plongés dans un liquide, avant d'être analysés par une multitude de machines. C'est ainsi que l'ADN va être extrait et déchiffré. En VETCODE, ça nous donne juste une succession de chiffres que nous allons pouvoir faire enregistrer
dans le fichier. Ces chiffres constituent l'empreinte génétique, unique pour chaque individu. Mais il arrive que les prélèvements d'ADN ne soient pas toujours exploitables. C'est le cas dans l'affaire du braquage du nord de Paris. Aujourd'hui encore, les enquêteurs de la PJ continuent leurs investigations pour tenter de retrouver les 2 malfaiteurs manquants. « 23h, dans le 16e arrondissement. Un des plus élégants de Paris. Un vol avec effraction vient d'avoir lieu dans un immeuble de standing. David, Alain et Laurent sont les experts chargés de relever les indices. Les cambrioleurs seraient passés par la fenêtre du 3e étage. Ça fait haut, hein. Plus de 100 000 € de bijoux viennent d'être dérobés chez un couple qui était sorti dîner. Les enquêteurs commencent par recueillir le témoignage du mari. Tous les tiroirs étaient couverts, mais ils ont pris une montre pas de grande valeur. Ensuite, les bijoux se trouvaient où, s'il vous plaît? Mais le gros du préjudice, c'est madame qui l'a subi. Un coffret rempli de bijoux a disparu. Il était rangé dans ce placard. Il y avait une serrure. Ah oui? Oui, bien sûr. Et le coffret, il était sur quelle étagère? Là, voilà. Sans toucher, s'il vous plaît. Enfin. Merci. Dès que j'ai vu ça, j'ai appelé tout de suite mon assureur qui m'a dit ne touche à rien. D'accord. David ne trouvera aucune empreinte sur la fenêtre qu'ont utilisé les malfaiteurs pour entrer. Il tente à nouveau sa chance dans le bureau. Bon, on va voir, il y a des endroits, on va privilégier l'ADN, des boutons de tiroir, donc c'est bien ciblé. Et pour le reste, je vais faire des traces. Monsieur, vous aviez déjà vu à l'œuvre la police scientifique? Ben, j'ai vu ça dans les films. À l'intérieur d'un tiroir, David découvre enfin un indice, une empreinte digitale. Mais contrairement au cinéma, dans la réalité, le travail des experts est plus difficile, surtout lorsque les victimes leur compliquent la tâche. Ça, j'ai peur de l'avoir touché. Vous avez touché ces 3 tiroirs? Ces 3 tiroirs, je les ai tirés un peu plus. D'accord, ce que je vous ai demandé tout à l'heure, si vous aviez touché... Il peut y avoir une multiplication d'ADN et pour la recherche après, ça peut être plus compliqué. L'analyse en laboratoire confirmera les craintes de David. L'empreinte est celle du propriétaire. Aucun indice cette fois pour remonter jusqu'au cambrioleur. Allez, Mais quelques jours plus tard, les policiers vont avoir plus de chance. Récemment, plusieurs cambriolages ont eu lieu dans le centre de la capitale. Les enquêteurs de la police judiciaire pensent qu'il pourrait s'agir de la même équipe de délinquants, car le mode opératoire est identique. 4 nuits après le vol avec effraction dans le 16e arrondissement, le gang a frappé à nouveau. Toujours dans un appartement haut de gamme. Cette fois-ci, le butin est encore plus conséquent, 600 000 € de préjudice. Ils ont fait sauter le volet qui était fermé. Après, ils ont cassé le carreau. Et puis voilà, ils sont entrés. Ils ont tout mis par terre ici, dans le salon. Après, ils ont continué dans le couloir, dans ma chambre. Et c'est dans ma chambre qu'il est la bonne pioche. L'appartement est intact, mais les cambrioleurs ont arraché le coffre-fort de la victime, rempli de lingots d'or et de bijoux. Pour l'emporter, ils l'ont directement jeté du 1er étage et les traces sont encore visibles sur le trottoir. J'avais un très beau diamant, ma bague de fiançailles. J'avais beaucoup de choses auxquelles je tenais. Les héritages de maman, de ma grand-mère, de ma marraine qui m'avait toujours beaucoup gâté. Je mettrais 100 000 € là en me disant tiens pour vous consoler, mais non, ça m'intéresse pas. J'aurais voulu retrouver mes choses à moi. Ah, c'est vos souvenirs. Ouais. Ah mais c'est sentimental, c'est surtout les cadeaux de mon mari, c'est sûr en plus. Mais bon. La priorité pour la police judiciaire parisienne, arrêter cette équipe qu'on appelle des montes en l'air. Ils escaladent les immeubles pour passer par les fenêtres. Simon, commandant, dirige l'unité vol et fraction du 3e district. C'est lui qui supervise l'enquête sur le gang des cambrioleurs. Ce matin, son adjoint lui fait un rapport sur les derniers vols dont ont été victimes le couple et la femme âgée. C'est un nouveau cas, c'est encore cette nuit. Hein. Donc on s'aperçoit notamment quand tu regardes toutes les photos que l'ensemble de toutes les pièces ont été visitées, mais avec énormément de minutie. Simon n'est pas surpris.
Il est persuadé que ces cambriolages en série ont été commis par la même bande, originaire de l'Europe de l'Est. Les escalades, souvent, c'est le premier étage qui est victime. Donc ils fracturent la fenêtre, ils rentrent. Voilà, donc ils fouillent partout. Ils sont à la recherche notamment de coffres-forts. Ces cambrioleurs sont des professionnels et ne choisissent jamais leur cible au hasard. Déjà, ils s'adressent à des quartiers bien spécifiques, à savoir les quartiers où il y a de l'argent, le 5, le 6, le 7. Il y a plus de chances de trouver des gros butins sur notre secteur plutôt que d'en trouver sur 93. Mais lors de leur dernier vol chez la vieille dame, les malfaiteurs ont oublié plusieurs objets leur appartenant près de l'appartement. Ce qu'il y a de marrant cette fois-ci, c'est qu'a priori, le crime ne paye pas. Hein. C'est que les auteurs ont perdu un briquet. La victime ne fume pas, c'est une personne âgée, et sa femme de ménage non plus. On lui a présenté le briquet et dit elle ne sait pas d'où ça vient. Prions qu'il y ait de l'ADN, espérons que cette fois-ci ça va porter ses fruits. Bah, j'espère bien. Qu'on pourra l'identifier. Les policiers le savent, sauf dénonciation ou coup de chance, il est très difficile de résoudre les affaires de cambriolage. Chaque piste doit être soigneusement exploitée. Forcément, à un moment donné, ils vont commettre une erreur et on attend cette erreur pour pouvoir éventuellement avoir le fil d'Ariane qui puisse nous permettre d'interpeller l'auteur de tous ces cambriolages. C'est au célèbre 36 quai des Orfèvres qu'est envoyé le briquet retrouvé sur les lieux du cambriolage. Il va être analysé dans le laboratoire de la police scientifique parisienne. Des centaines d'objets sont passés au crible ici chaque année. Ces experts tentent d'extraire des empreintes digitales ou de l'ADN qui pourraient mener au coupable. Alors, on va déjà observer l'objet en question. Un système à pierre, le corps est lisse. Donc on va dans un premier temps effectuer le prélèvement qui va partir en exploitation ADN et dans un deuxième temps effectuer une recherche de traces papillaires sur le corps du briquet. C'est dans ce laboratoire stérile que se joue l'enquête sur le gang des cambrioleurs. Comme dans l'affaire du braquage, la biologiste frotte l'objet pour tenter de récupérer d'éventuelles cellules laissées par les malfrats afin de rechercher de l'ADN. Dans un second temps, elle tente de mettre en évidence les empreintes digitales à l'aide de cette poudre noire. Mais cette fois-ci encore, les voleurs semblent avoir pris leurs précautions. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on n'a aucune trace papillaire sur le corps du briquet. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'au niveau du prélèvement ADN, il puisse y avoir un résultat qui permette d'apporter quelque chose à l'enquête. Rendez-vous dans combien de temps Dans 24 heures pour les résultats. Les policiers misent tout sur les résultats des tests ADN. Le lendemain, au QG de la police judiciaire du 3e district, Simon, le chef de groupe, reçoit le verdict par téléphone. Donc on a un profil ADN. Très bien. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. L'ADN prélevé a permis d'identifier un des suspects qui a déjà été condamné pour vol à l'étalage. Ça nous permettra de remonter à l'auteur des faits. Ceci dit, c'est pas à gagner parce qu'il faudrait le loger. Comme c'est des équipes qui sont très mouvantes. Une fois qu'on a logé, on essaie de connaître ses habitudes, voir effectivement s'il y a des gens qui viennent le voir de façon régulière. Si c'est le cas, à un moment donné, faire quelques réquisitions, obtenir un numéro de téléphone. À partir de là, on connaîtra ses habitudes et puis effectivement sa façon de fonctionner et éventuellement ses complices. Grâce à l'identité de l'homme, Simon et ses collègues réussissent rapidement à localiser son adresse. Ils mettent alors en place un dispositif de surveillance permanent. Les enquêteurs pistent le suspect jour et nuit, à pied ou dans des véhicules banalisés aux vitres teintées. On est vraiment dans l'axe, on a bien la porte à vue. Ouais, il traverse, vous pouvez voir s'il revient sur ses pas ou pas. Filature, planque, le but des hommes de la police judiciaire, identifier les complices de l'homme et les prendre tous en flagrant délit lors de leur prochain cambriolage. Oh putain, c'est celle-ci. C'est la Polo. Aujourd'hui, le cambrioleur se promène paisiblement dans les rues de Paris avec sa famille. Mais les policiers disposent d'une nouvelle arme. Le parquet vient de donner son accord pour une surveillance téléphonique.
QG de la PJ, des heures d'écoute sont analysées et transcrites par les policiers. Certains éléments vont retenir leur attention. Comme un homme qui passe commande auprès du cambrioleur, il serait intéressé par un ordinateur portable. Un peu plus tard, le malfaiteur parle d'un repérage et d'une serrure facile à ouvrir. Mais c'est dans une troisième conversation qu'une information cruciale va bousculer le cours de l'enquête. Ils évoquent également, à un moment donné, des bijoux qui seraient encore dans un squat, j'en sais pas plus. Ils laissent penser que les bijoux s'y trouvent toujours. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Moi, je trouve que c'est pas terrible de leur laisser le butin. Je vais appeler le magistrat et on se met en route. Okay. Le juge d'instruction et le patron de la PJ craignent que le butin soit rapidement expédié à l'étranger. Ils choisissent d'intervenir tout de suite, même si cela risque d'alerter les autres cambrioleurs. Simon et son équipe se dirigent vers le sud de Paris. Le juge a autorisé la perquisition. Il s'agit d'anciens squats. Plusieurs appartements correspondent à l'adresse indiquée et un tas de gravats bloquent certains accès. Les enquêteurs de la police judiciaire n'ont pas le choix. Ils ouvrent toutes les portes une à une. Les appartements sont fouillés de fond en comble. Même certaines cloisons sont abattues. Mais pour l'instant, pas la moindre trace des bijoux. J'ai tout fait. Là, on a fait tout, on a déjà cassé les trucs des toilettes, il n'y a rien. On va faire autre, il faut enlever. Et c'est un peu plus loin, sous une cage d'escalier, que les policiers vont enfin trouver ce qu'ils cherchaient. Géant. C'est bon, c'est bon. Ça, c'est beau, ça. Super. Dans une niche, cachée sous des détritus, des bijoux et de l'argenterie sont découverts. Il ne s'agit probablement que d'une partie du butin, mais les enquêteurs avancent à grands pas. On est super contents parce qu'on a trouvé ce qu'on cherchait, effectivement. Donc, on a les bonnes infos et on a bien cerné les individus auxquels on pensait. Donc, on est super contents. On a trouvé vraisemblablement des bijoux, là, parce que pour l'instant, on n'a pas vérifié qu'on pouvait préserver les traces indices. Mais on va attendre d'être au bureau, détailler tous les bijoux qu'on a trouvés, savoir si c'est de l'or, effectivement, et puis en fonction, essayer de retrouver les victimes. Ces objets sont autant de preuves à charge contre les malfrats. Ils seront restitués à leurs propriétaires par Simon et son équipe. Selon les dernières écoutes, les cambrioleurs seraient partis à l'étranger. S'ils reviennent en France, ils seront mis sous surveillance par la police judiciaire, qui tentera cette fois-ci de les arrêter en flagrant délit. Les experts de la police scientifique, eux, vont devoir enquêter sur une affaire particulièrement éprouvante. En pleine nuit, un incendie s'est déclaré au 4e étage d'un immeuble à Gennevilliers, en banlieue parisienne. Certains habitants parviennent à s'enfuir, mais au 5e étage, toute une famille se retrouve prise au piège. Les 2 parents et leurs 3 enfants périssent asphyxiés. Un des incendies les plus meurtriers de ces dernières années. Au petit matin, l'incendie est maîtrisé, mais l'immeuble de 6 étages, au cœur de la cité du Luth, est ravagé. Dans le quartier, l'émotion est très vive. Christophe et Jean-Philippe de la police scientifique vont devoir apporter des pistes aux enquêteurs de la PJ pour déterminer les causes de l'incendie. Les corps sont au 5e, c'est ça? Les corps sont au 5e, tous regroupés dans une même pièce. D'accord. Bon, ouais, c'est bien. Ouais, ok. Bon, on va s'équiper. Pour éviter d'altérer la scène avec leur propre ADN, les experts enfilent des combinaisons hermétiques. L'appartement a été dévasté par les flammes. Les corps sans vie des parents et de leurs 3 enfants reposent dans la chambre parentale. Après 17 ans de police scientifique,
Christophe sait qu'il ne doit pas se laisser prendre par l'émotion. On peut imaginer qu'ils se sont réfugiés ici, dans cette pièce, après avoir compris que l'incendie gagnait. Et malheureusement, ils ne se sont pas réfugiés dans la bonne pièce, manifestement, puisqu'elle est complètement calcinée. À quelques mètres seulement, une autre chambre a été épargnée par les flammes. Ici, tout est parfaitement intact. Téléviseur, photos de famille et même les pots de yaourt de la veille. Christophe et ses collègues doivent prendre des photos pour le dossier du juge d'instruction. Je sais pas si c'est une dame ou un homme. Elle est allongée comme ça, le dessus. Et t'as un petit derrière, regarde. C'est une dame et puis là t'as un pion. T'as un tout petit derrière. D'autres experts dessinent un plan précis de la chambre avec la position de chaque corps. Il servira en cas de reconstitution ordonnée par le juge. Sommet du crâne. 1m68 jusqu'au talon. Malgré leur expérience, cette scène est difficile pour les policiers. Ça fait partie, je vais pas dire du quotidien, mais presque quoi. Bon, les incendies, heureusement, il y en a quand même pas tous les jours, mais là, c'est particulièrement T'as tout là? dramatique. Avec la pêche? Toutes les pièces de l'appartement sont passées au peigne fin. Pour comprendre ce qui s'est déroulé, Dominique du laboratoire central de la préfecture de police ne néglige aucun détail. Vous voyez que les draps qui sont noircis autour de la trace du corps. C'est que les fumées étaient déjà présentes au moment, ils avaient déjà inhalé des fumées dans leur sommeil de toute façon. Selon Dominique, un simple appareil, bientôt obligatoire, aurait certainement permis de sauver cette famille. Il y aurait eu un détecteur avertisseur de fumée dans l'appartement. Dès le premier dégagement de fumée, ils auraient été alertés par une alarme et ils auraient pu éventuellement fuir l'appartement qui commençait à se remplir de fumée. Mais là, c'est quand même bien rempli de fumée. En bas de l'immeuble, tout le quartier est sous le choc. Après cette nuit de cauchemar, les habitants sont partagés entre colère et désarroi. Certains accusent l'office HLM d'avoir effectué récemment des travaux sans respecter les normes de sécurité. Je suis outré, je suis scandalisé. Alors, on n'a rien fait. Je veux dire, vous vous rendez compte, il paraît qu'en une demi-heure, ça a fait tout ça. C'est pas normal. Vous vous rendez compte, une famille entière qui a été décimée. C'est bien beau de refaire les logements, mais s'ils ne respectent pas les normes de sécurité, c'est comme s'ils n'avaient rien fait du tout, sincèrement. J'ai rien entendu. Je me suis retrouvé à 7h du matin, comme tout le monde ici, je suis venu aux nouvelles. Et j'ai appris qu'il s'agissait d'une famille que je connaissais bien, donc voilà, on est profondément émus. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? Bon, ouais. Vas-y, je peux tirer vers toi. Ok. Incendie criminel, négligence du gestionnaire ou simple accident, c'est ce que devront déterminer la police judiciaire et la police scientifique. Quelques jours plus tard, au laboratoire central de la préfecture de police de Paris, dans le sud de la capitale. Plus de 200 scientifiques travaillent ici. Risques chimiques, opérations de déminage, incendies. Chaque année, les ingénieurs tentent de résoudre près de 2500 énigmes. Dans l'affaire de Gennevilliers, les policiers vont d'abord chercher à écarter l'hypothèse d'un feu d'origine criminelle. Et pour ça, il y a une technique infaillible. Catherine travaille depuis 25 ans sur la chimie des incendies. C'est elle qui analyse les différents prélèvements récupérés sur les lieux du drame. Par ce prélèvement qui a été fait sur les lieux de l'incendie, on cherche s'il y a eu déversement ou non de liquide inflammable. Ça peut être de l'essence pour automobile, du white spirit, de l'alcool à brûler. Si un acte criminel est à l'origine de l'incendie, Catherine retrouvera des traces de produits inflammables dans les résidus prélevés dans l'appartement. Pour cela, elle les fait chauffer dans cette étuve pendant 1 heure à 90 degrés. Des gaz s'échappent et sont ensuite analysés par cette machine. À la fin de l'analyse, donc, on obtient ce schéma. Chaque pic correspond à un composé. Par exemple,
A893, c'est un composé de dégradation, c'est du styrène par exemple. C'est un nom un petit peu barbare, mais c'est dégagé par les matières plastiques par exemple. Le bois dégage des terpènes. Chaque type de matériau dégage un certain type de composé de dégradation. Les résultats de l'analyse sont sans appel. Il ne s'agit pas d'un incendie criminel. Mais alors, comment s'est déclenché l'incendie et pourquoi s'est-il propagé si vite dans les étages? Quelles sont les responsabilités de l'office HLM? Retour à Gennevilliers sur les lieux du drame. Le juge d'instruction a demandé aux enquêteurs de s'intéresser maintenant aux matériaux de construction de l'immeuble. C'est Aurélien de la police scientifique qui mène les opérations. Il est expert en incendie. Quand vous avez des pompiers qui font des interventions comme ça pour éviter toute reprise de feu, ils dégarnissent tout. C'est-à-dire qu'ils vont vous enlever les portes de fenêtres, tous les éléments potentiellement combustibles. Ils abattent même les cloisons. Aujourd'hui, Aurélien a demandé aux pompiers de lui prêter main forte. La façade de l'immeuble a été rénovée récemment. Aurélien se demande si les matériaux utilisés respectent les normes de sécurité. On voudrait le bardage du 4 et du 5, parce qu'il y a deux natures différentes de revêtement. Dom, qu'est-ce qu'on fait à ton avis là? Où est-ce qu'on découpe? Pour moi, il faudrait découper dans une partie saine. Voir. L'avantage, c'est que tu vois, ici, là, c'est encore l'appartement sinistré, et c'est ça. Le but est aussi de déterminer si la façade a pu jouer un rôle dans la propagation de l'incendie. Après, on va récupérer de la toile goudronnée intacte à l'appartement d'à côté, et après on monte. Perché à plus de 20 mètres de hauteur, Aurélien et les pompiers démontent pièce par pièce la paroi de l'immeuble. Tu vois quelque chose d'autre pour nous? On a prélevé tout ce que tu as au-dessus. Tout de suite, Aurélien va remarquer un détail inquiétant. Bon, on a notre beau vide d'air. Il y a un vide d'air? Ce vide d'air, à première vue anodin, pourrait être à l'origine de la propagation de l'incendie. De toute façon, il y en a forcément dans ce genre de montage. Après, c'est plus évaluer un petit peu son influence. On regardera si réglementairement, il y a vraiment des choses qui choquent. Pendant plusieurs semaines, dans son laboratoire, Aurélien va analyser les éléments de la façade. Là, ça brûle pas mal. Conclusion, il respecte les normes légales. Sur les ordres du juge d'instruction, Aurélien et son équipe poursuivent leurs investigations. Aujourd'hui, l'hypothèse la plus probable semble celle d'un accident domestique. « 10h du matin, dans l'est de Paris. Dans cet immeuble, un homme est mort, une balle dans la tête. Personne ne s'est rendu compte de sa disparition. Que lui est-il arrivé? S'agit-il d'un meurtre? C'est ce que vont devoir déterminer les experts de la police scientifique, Marc, Ronald et Jean-Philippe. Bonjour, quatrième tout en haut. Bonjour. Sur place, d'autres policiers ont bouclé les lieux pour empêcher toute contamination des indices. Bonjour. Marc, Ronald et Jean-Philippe vont devoir déterminer avec précision les causes de la mort. S'agit-il d'un meurtre, d'un accident ou d'un suicide? Les experts commencent par identifier les indices autour du corps. D'abord, le pistolet. Donc là, je procède à la mise en sécurité de l'arme. Un Cobra calibre 22. Ouais. Marc doit d'abord s'assurer que c'est bien de cette arme que le coup est parti. La douille est encore dans le barillet. Le policier va y prélever des résidus du tir. Voilà, donc on frotte à l'intérieur, récupérer le maximum de... Enfin, le peu de poudre qui reste. Mais... Ça, c'est la première partie. Et ensuite, on va procéder donc au prélèvement sur le corps, sur les mains. S'il s'agit d'un suicide, les policiers devraient trouver des résidus de poudre sur les mains de l'homme, la même que celle de la douille. Ah ouais, non, c'est ça. Quand on tient une arme, surtout là, que c'est un revolver, l'échappement des gaz se fait au niveau de la main.
Donc on risque fort de retrouver des résidus de tir dans la paume de la main et sur le dos de la main. Et c'est quoi le but? C'est de déterminer si c'est bien lui qui a tiré, si c'est bien un suicide. Donc normalement on devrait avoir la réponse je crois que c'est 24 heures ou 48 heures après. Dans l'entrée de l'appartement, Marc découvre de nouveaux indices. Quand les pompiers sont intervenus, ils ont cassé un carreau pour rentrer. Ils sont arrivés, c'était fermé, le verrou était fermé et la clé était posée sur le verrou fermé de l'intérieur. Donc pas de traces d'effraction. Appartement non fouillé, pas de traces de vandalisme, de quoi que ce soit, de cambriolage. Le téléphone, je suppose que c'est celui de la victime. Donc ses affaires sont là, il est en pyjama. Apparemment, il s'est déshabillé tout seul. Tout laisse à supposer que c'est un suicide et non pas un homicide. Mais ces indices ne sont pas suffisants pour écarter avec certitude l'hypothèse d'un meurtre. Ce sont les analystes du laboratoire de la police scientifique qui donneront le fin mot de l'histoire. Parmi les disciplines de ce laboratoire high-tech, la balistique, consacrée aux armes à feu. Chantal est experte en recherche physico-chimique depuis 20 ans. Dans l'affaire du suicide présumé, elle va devoir confirmer si l'homme s'est vraiment donné la mort en étudiant les résidus de poudre. C'est intéressant pour, surtout, je dirais aussi au niveau des familles, parce qu'on met toujours en doute le suicide d'un proche. Et en fait, le fait de dire oui, il y a bien du résidu de tir, la personne s'est bien suicidée, c'est bien elle qui a tiré, en général, ça permet de fermer le dossier, quoi. Si la personne décédée a tiré elle-même un coup de feu, Chantal en retrouvera la trace sur les prélèvements réalisés sur ses mains. Elle les analyse avec ce microscope électronique. Et voilà à quoi ressemble une particule de poudre grossie 180 000 fois. Voilà, ça s'en est une belle, par exemple. Mais gare aux conclusions trop hâtives, car un meurtre peut aussi être maquillé en suicide. C'est déjà arrivé à Chantal dans une autre affaire. Un homme qui avait déclaré la mort d'un proche était en fait son meurtrier. Lors de l'analyse, on a montré qu'il y avait des résidus de tir que dans la paume de la main. Et en fait, le fameux témoin, qui s'est avéré ne plus être finalement un témoin, avait tué son ami et avait placé l'arme dans la main. Donc il y avait normalement les résidus de tir qui doivent se déposer sur la main quand on tire, mais il n'y en avait qu'à l'intérieur, parce qu'en fait lui avait tiré et avait placé l'arme dans la main. Donc là on a pu montrer qu'il y avait c'était un suicide maquillé. Dans l'affaire de l'Est parisien, de la poudre sera retrouvée sur la paume et le dos de la main de l'homme décédé. La thèse du suicide sera donc confirmée. Chaque jour, les experts de la police scientifique repoussent les limites de la science. Le commissaire Patrick Ivars, Simon et tous les autres enquêteurs de la police judiciaire parisienne continuent de traquer les criminels au cœur de la capitale. Chaque année, l'APJ et la police scientifique traitent plus de 10 000 affaires à Paris.